Je vais voir le message. D'accord. Quand je vois des messages comme clica no lugar do micro, a gente te escuta, ou é preciso ativar o som, je me sens un petit vieux, un petit papa qui n'est pas capable euh, d'utiliser les nouvelles technologies. Mais il y avait vraiment cette déconnexion du microphone. Mais sinon, je disais, pour ceux et celles qui me connaissent déjà, on aura, comme d'habitude, la dissertation finale. D'accord? C'est pas pour vous faire peur, c'est pas de la sélection naturelle darwinienne ici, mais c'est important. Moi, je crois à l'importance d'un travail comme cette dissertation. Donc, je vais vous présenter le programme et euh, j'ai déjà fait ces cours quelquefois commençant du XVIe siècle et finissant au XXe siècle. J'ai déjà fait les contraires en commençant par le XXe siècle pour finir au XVIe siècle. Et ce semestre, j'ai changé encore d'avis et en fait, on commence par la Renaissance et l'humanisme et on marche vers l'actualité. Comme je disais que je veux privilégier la connaissance ou l'approche historique, je pense que peut-être c'est plus clair, plus facile à suivre, à accompagner si on commence. Mais je pense que pédagogiquement, peu importe. Mais je ne sais pas pourquoi, ce semestre, je me sens plus euh, confortable en commençant par le XVIe siècle. En fait, je pense que c'est parce que je voulais commencer par Montaigne. Euh, et d'une certaine façon, comme je commence à parler de Montaigne, c'est une autre information importante. Vous avez les étudiants en licence, licenciature. Vous avez panorama, théâtre, roman et poésie comme des matières obligatoires, n'est-ce pas? Et comme vous avez ces trois disciplines concentrées sur trois genres littéraires différents, les romans, le théâtre et la poésie, dans le cours de panorama, j'essaye d'insérer, d'introduire d'autres textes littéraires qui n'entrent pas dans ces autres cours. Raison pour laquelle j'introduis Montaigne, par exemple, n'est-ce pas? Et Montaigne, c'est de l'essai philosophique, plus ou moins. Et c'est ça, en fait, je voudrais commencer par Montaigne. Et pour ça, je commence je commence au XVIe siècle. Et donc, et pourquoi je parle de Montaigne? Mais c'est pareil, vous allez voir au XVIIe siècle, avec les lettres de Madame de Sévigné et les maximes et réflexions morales de La Rochefoucauld. Parce que ça fait partie de l'histoire littéraire, mais parfois on n'arrive pas à ajouter ce genre de textes dans d'autres programmes ou dans les programmes d'autres cours de littérature. Parce que je ne peux pas parler de Montaigne dans un cours de roman, n'est-ce pas? J'essaie de vous montrer Jobim, mais j'arrive pas à le prendre. Mais il participe toujours. Et donc, voilà. Donc, je commence par on peut commencer par une lecture du programme et je partage ici mon écran. Est-ce que vous avez des questions déjà ou pas? D'accord. Et est-ce que vous avez réussi à télécharger les programmes?
D'accord. Et quand je vous ai dit, je n'avais pas compté le nombre d'œuvres complètes que je vais vous demander à lire ou de lire. C'est parce que aussi les œuvres comme Montaigne et Madame de Sévigné et La Rochefoucauld, on ne va pas lire toute l'œuvre. Je vais sélectionner quelques extraits, je vais vous demander de lire. C'est plutôt une présentation générale de ces auteurs. Et donc, vous avez déjà ici mon écran. Et voilà, littérature française panorama 2020, deuxième semestre. Et je vous avoue que c'était un peu déprimant de mettre 2020 deuxième semestre parce que j'ai eu l'impression que l'année n'a pas encore fini, l'année dernière et c'était, n'est-ce pas, Lazare? Et c'est déprimant, c'est ça. C'était une année difficile et qui insiste encore, qui persiste encore. Et je voulais tourner la page, mais ce n'est pas encore possible. Donc, littérature française, panorama, introduction à la littérature française et à l'histoire littéraire de la France. Et je commence ici, comme je fais le même commentaire tout à l'heure dans les cours de roman. Dans ces cours, je privilégie aussi la France, d'accord? Parce que nous avons la chaîne de sélectivité littérature des langues françaises des Amériques, d'Afrique et d'Europe. Et ce sont des disciplines dans lesquelles on va travailler cette littérature francophone ou en langue française. Et ici, comme les volumes d'informations, d'auteurs, d'analyse, d'archives, etc., en littérature française est beaucoup plus grand, je finis et je vais faire ça de manière, pas totalement de manière acritique, mais au moins de manière consciente. D'accord? Et quand je l'ai dit, ce n'est pas parce que je considère la littérature française plus importante ou meilleure que la littérature d'autres pays francophones. C'est parce que dans cette organisation, moi, je préfère organiser un peu comme ça. D'accord? Donc, on revient au programme. Mouvement, auteurs et textes les plus représentatifs du Moyen Âge au XXe siècle. Ici, c'est le texte de base. Donc, on ne va pas parler du Moyen Âge, comme je vous l'ai dit. Et je vais parler des mouvements, auteurs et textes les plus représentatifs. Et d'une certaine façon, on va mettre en relief l'aspect des mouvements. D'accord? Parce que, comme vous savez aussi, par rapport aux disciplines de roman, poésie et théâtre, en général, dans une discipline comme la discipline des romans, j'essaye de vous faire lire les romans en profondeur, réfléchir sur l'histoire, sur la structure du roman, par exemple, sans trop penser à un mouvement auquel l'auteur rejoint ou participe ou s'identifie. D'accord? Et ici, on va faire un mouvement plus ou moins au contraire. Donc, on va essayer de comprendre les contextes d'époque. C'est joli. Parce que je veux vous le montrer.
Bon. C'est c'est un choix, en fait. Parce qu'ici, dans ces cours, une fois qu'on fait ce trajet historique, je pense que c'est important aussi de mettre en relief les contextes historiques de l'époque. Et comme ça, on comprend aussi d'une manière différente, parce que dans un cours comme roman, j'essaye de vous faire comprendre une œuvre presque individuellement. Et ici, on va essayer de comprendre l'œuvre d'une manière sociologique, historique, dans le contexte ou à partir du contexte dans lequel elle a été produite. D'accord? Raison pour laquelle je vais vous apporter des livres d'histoire littéraire avec les contextes, des livres qui résument les caractéristiques les plus importantes dans certains mouvements. Parce que moi, je suis assez critique à cette façon d'enseigner la littérature au collège, par exemple. Une façon dans laquelle on n'a pas besoin de lire l'œuvre pour parler de ses caractéristiques, n'est-ce pas? On va dire, romantisme, c'est idéalisation de la femme. Oui. Je ne sais pas si j'ai compris tout à fait. Vous êtes en train de dire que il y a besoin de tenir en compte le mouvement que l'auteur participe. Mm-hmm. C'est ça? Oui, oui. Parce qu'en fait, Lazare, c'est que moi, je fais une différence entre l'approche pour un cours de roman et l'approche pour ces cours de panorama. L'approche ici du cours de panorama, c'est de mettre les œuvres dans un contexte, et un contexte sociologique et historique, et esthétique, évidemment, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et la critique que je fais, c'est parce que parfois, à l'école, on apprend le baroque, c'est ça. Le romantisme, c'est une autre chose. Le classicisme, une autre chose. Mais quand on lit les œuvres individuellement, on voit que les œuvres sont beaucoup plus riches que ces caractéristiques générales qu'on essaye de faire comprendre. D'accord? Mais par contre, il y a, c'est indéniable, on ne peut pas nier, une certaine confluence de certains aspects esthétiques dans un certain moment, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va essayer, c'est de faire ces mouvements. OK, on va essayer de voir l'individualité de certains écrivains et certaines œuvres, mais on va voir aussi que ces œuvres et ces écrivains, ils viennent d'un certain milieu historique, sociologique, culturel, artistique. Ça va? OK. Donc, objectif, faire un panorama général de la littérature française et de son histoire depuis le début jusqu'à nos jours. Afficher les enjeux de l'histoire littéraire française en rapport avec l'histoire sociale et politique de la France. Parce que c'est une façon aussi d'entrer un peu plus dans l'histoire de la France, n'est-ce pas? Parce que on tient compte que vous allez devenir des profs de français, et enseigner une langue, c'est aussi enseigner une culture. Et la littérature, c'est un élément de la culture d'un peuple, n'est-ce pas? Pas forcément, vous n'allez pas devenir pas forcément des profs de littérature française. Ça dépend de votre parcours, de vos intentions, de comment vous allez gérer et diriger votre vie. Mais en tant que prof de langue française, vous devez connaître un peu le contexte culturel
de la langue française. Et la littérature, c'est un moyen d'entrer dans ces contextes culturels. Donc, ces cours ici, c'est aussi cette façon de présenter certains aspects historiques de la littérature française et aussi de vous donner une idée de l'évolution de la littérature française. Évolution ici, pas dans le sens d'un progrès, c'est-à-dire que la littérature d'aujourd'hui est meilleure que la littérature d'hier, ce n'est pas ça, mais de l'évolution, c'est-à-dire la transformation de l'histoire, de la littérature. OK? Donc, l'histoire, je mets en relief ici, l'histoire littéraire française avec l'histoire sociale et politique de la France. Parce que la littérature, elle n'est pas, même si on tient compte des manifestations comme l'art pour l'art, du Parnasse au XIXe siècle en France, l'art a toujours un rapport avec les contextes social, politique et culturel, n'est-ce pas? Donc, c'est impossible de dissocier tous ces aspects. On continue ici, comprendre la constitution des genres littéraires en langue française, leurs mouvements et leurs caractéristiques au cours du temps, au cours des temps. Étudier et analyser quelques œuvres significatives au sein de la littérature française, connaître ses auteurs majeurs, introduire les techniques de la dissertation littéraire et de l'exposé oral. Donc, je vous l'ai déjà dit, on aura la dissertation quand même. D'accord? Avec des corrections des procédures par rapport au semestre précédent. Et donc, j'ai ici une introduction. Je vais faire une introduction jeudi. Pardon. On aura des cours une fois par semaine, tous les jeudis. D'accord? Possiblement, on aura des cours mardi et pas jeudi. Si je vous l'ai dit parce que fin février, il y aura un jeudi que je ne serai pas disponible et pour ne pas rater les cours, je vais vous proposer un cours mardi. Et je profite aussi pour dire que je ne fais pas de contrôle de présence, n'est-ce pas? Je vais enregistrer tous les cours et je vais les rendre disponibles juste après sur YouTube et sur notre salle de cours virtuelle. Donc, si vous ne pouvez pas accompagner les cours de manière synchrone, ne vous inquiétez pas, le cours sera disponible quand même. Le seul problème, c'est que si vous avez des questions, des doutes, vous ne pouvez pas me poser les questions en temps réel, n'est-ce pas? Et une autre chose, c'est que mon fils, Caetano, va naître en mars. Donc, ce sera un accouchement, on attend un accouchement naturel. C'est une information que je n'ai pas donnée au cours de roman. Il faut que je revienne jeudi. Et donc, je ne sais pas quand ça aura lieu. Donc, il y aura un jour où je vais vous dire, je suis désolé, je ne peux pas vous donner cours aujourd'hui parce que on est en train de faire l'accouchement. Donc, la prévision, c'est vers le 20-22 mars. Ça peut être un peu avant, un peu après. C'est la nature qui le dira, d'accord? Donc, voilà. Mais en tout cas, j'ai droit à 5 jours de congé. Mais en tout cas, si j'ai des soucis, je vais enregistrer un cours et je vous disponibilise le cours enregistré, d'accord, pour ne pas compromettre les plans de cours.
Donc, cela dit, je ne fais pas de contrôle. Ah, d'accord. Et donc, jeudi prochain, après-demain, je vais faire cette introduction ici, une introduction plutôt théorique, justement pour vous donner les bases de cette pensée historique d'approche littéraire. D'accord? Et donc, je vais mettre tous ces livres-là dans notre bibliothèque virtuelle de la salle de cours. Donc, je vais parler un petit peu sur ce que c'est la littérature, l'histoire littéraire, l'histoire de la littérature et l'histoire littéraire. C'est une différence conceptuelle. Je vais l'aborder de manière informative, mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à cette différence conceptuelle. Mais c'est une conception qui existe, d'accord? École, courant et mouvement. Je vais vous donner aussi la définition de ces éléments-là, parce que parfois, on utilise ces éléments un peu de tort et de travers, sans trop réfléchir, mais conceptuellement, il peut y avoir des différences entre école, mouvement et courant. D'accord? C'est plutôt, l'idée, c'est plutôt de précision et d'intention, n'est-ce pas? Si c'est beaucoup plus organisé ou si c'est moins organisé. C'est ce qui fait la différence entre école, courant et mouvement. Et s'il y a un leader ou pas de leader, n'est-ce pas? Donc, c'est la présentation informative de certains concepts. Et aussi, je ne sais pas si je vais entrer, mais peut-être j'entre dans cette problématique des genres littéraires. Elle est moins importante maintenant. Mais si ce n'est pas trop de choses, je peux parler un peu de cette problématique des genres littéraires. Et ici, j'ai une bibliographie suggérée. Je vais vous rendre ou vous disponibiliser ces livres. Ce n'est pas de la lecture obligatoire. D'accord? Pour ceux qui s'intéressent à la littérature, c'est incontournable. Pour ceux qui ne s'intéressent pas beaucoup, pas tant que ça. Par contre, ce livre-là de Todorov, j'arrive pas à le souligner. Je vais mettre une flèche ici. Ce livre de Todorov, est-ce que vous le connaissez? La littérature en péril. En portugais, la traduction, c'est littérature em perigo. Il est très intéressant et en fait, ici, c'est 7 sous-parties, 6 sous-parties, c'est parce que j'ai déjà organisé des séminaires à propos de ces œuvres. Mais le livre de Todorov, il est intéressant sous 2 aspects. Et je vais les démontrer jeudi. Parce qu'en fait, il montre, comme je disais, de l'importance de connaître les contextes culturels de la France une fois que vous allez devenir des profs des Français. Il nous montre dans ces textes, dans ces livres, La littérature en péril, un parcours de l'enseignement de la littérature à l'école en France. Et il montre, ce qui est intéressant, c'est comment on a perdu la sensibilité à la littérature en raison du système d'enseignement. Donc, il faut essayer de revenir au plaisir de la littérature. D'accord? Ça, c'est très intéressant. Donc, ce sont ces 2 aspects. Comment la littérature est enseignée en France et le rappel à la littérature en tant que plaisir, n'est-ce pas? Et pas comme obligation, et pas comme le décodage des caractéristiques d'un mouvement. D'accord? Ici, on va faire le cours de panorama
dans ces dialogues avec les mouvements parce que aussi c'est important. Mais on va le faire toujours de manière critique et pas de façon la poésie romantique, c'est ça, ou les romans réalistes, c'est cela. D'accord? On va avoir quand même essayer de reconnaître les caractéristiques communes, mais on va essayer aussi de reconnaître l'individualité de chaque écrivain et de chaque œuvre. Okay? Compagnon, aussi, c'est un auteur, un critique, un théoricien de la littérature assez important, contemporain, il est encore vivant, et il a ce livre, je l'ai ici traduit en portugais, O Demônio da Teoria, et je vais utiliser peut-être deux chapitres, le chapitre La littérature et l'histoire littéraire, pour vous expliquer un peu cette dynamique de ce que c'est la littérature et ce que c'est l'histoire littéraire. Et Stalloni, Yves Stalloni, c'est le livre que je vais utiliser comme manuel, si je peux le dire, parce que c'est un livre très basique qui va nous donner les caractéristiques de manière schématique de chaque mouvement ou de quelques mouvements. La Pléiade, l'humanisme, je crois la préciosité, le romantisme, etc. Et donc, je vais l'utiliser jeudi en raison de son introduction, parce que c'est lui qui explique ce que c'est une école, un courant et un mouvement littéraire, mais aussi on va l'utiliser pour les caractéristiques générales de chaque mouvement. Et donc, ici, quand on entrera dans les aspects historiques, au VIe siècle, nous avons comme grand courant la Renaissance, la Pléiade et l'humanisme. Renaissance, c'est presque un mouvement artistique, pas tout à fait littéraire. C'est plus large qu'un mouvement littéraire. Et nous avons la Pléiade, l'humanisme aussi, n'est-ce pas? Même si nous avons des œuvres littéraires humanistes, c'est un mouvement un peu plus large que la littérature. Et nous avons la Pléiade avec des poètes comme Du Bellay et Ronsard. Ce sont des écrivains assez importants. Et j'ai réservé ici 2 semaines pour parler de la Renaissance, la Pléiade et l'humanisme. Je vais vous montrer un poème de Du Bellay, de Ronsard, mais je vais vous demander la lecture d'un essai de Montaigne. D'accord? Donc, je vais vous faire lire un essai de Montaigne. Et c'est très intéressant. Yasmine, tu veux dire quelque chose? Parce que je vois ton image comme si tu parlais en même temps. Luciana aussi, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Et donc, les essais de Montaigne, ils sont très intéressants. Vous connaissez déjà les essais de Montaigne? Vous avez déjà entendu parler? Lázaro? Non, non. Je D'accord. connais l'auteur, Montaigne, mais pas les essais. D'accord. Yasmine, tu connais Montaigne? Parce que je ne sais pas si tu me réponds par rapport à Montaigne ou si tu réponds par rapport à la question de tout à l'heure, si je voulais dire quelque chose. Ah, d'accord, vivre sa vie. OK. D'accord. Oui, parce que d'une certaine façon, Montaigne, il ouvre la tradition de l'essai en tant que genre philosophique littéraire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'essai, c'est un genre de réflexion libre
n'est-ce pas? C'est-à-dire, Montaigne, il prend sa plume, il commence à écrire et il n'a pas une idée claire d'où il veut arriver, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que sa plume suit plus ou moins l'humeur de la réflexion de l'auteur. Donc, il y a des digressions, il se propose à parler d'une chose, mais il finit par parler d'une autre. C'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire dans une rédaction de Hénin, par exemple. Mais en tant que penseur, philosophe, c'est très bien accueilli, c'est très bien vu, c'est très bien apprécié. Mais aussi la profondeur de ces réflexions, la sensibilité de ces réflexions, ça compte aussi. Donc, il inaugure les genres essais en tant que réflexion libre et subjective. Une autre chose, la subjectivité présente dans ces textes, c'est-à-dire, Yasmine a mis ici le titre du film Vivre sa vie. Ce qu'on va retrouver dans les essais de Montaigne, c'est Montaigne lui-même. D'accord? Ce n'est pas un auteur, un philosophe qui va parler de la raison, de la politique ou d'une autre chose. Il va parler de lui-même. Donc, c'est un texte philosophique dans lequel on retrouve l'élément subjectivité. D'accord? Évidemment, il y a 3 tomes, 3 volumes d'essais. Ce n'est pas tous les essais qui ont la même organisation, mais quand même, c'est intéressant. Et puis, on passe au XVIIe siècle, dans lequel ou dont les grands courants sont le baroque, la préciosité et le classicisme. Baroque et classicisme, vous connaissez déjà de l'école, n'est-ce pas? Parce que nous avons cette influence du baroque et du classicisme dans la littérature brésilienne. La préciosité, c'est quelque chose que moi, je ne sais pas, peut-être on pourrait associer la préciosité au rococo brésilien, n'est-ce pas? Mais ici, le plus important de cette époque, c'est que je vais mettre, voilà, je vais vous montrer les caractéristiques de ces mouvements. La préciosité, surtout la question de la littérature de la cour, d'une certaine manière de parler, de sentir, qui suit un peu une espèce de, on va dire, le protocole de l'époque, n'est-ce pas? Et nous avons comme auteur ici Malherbe, La Rochefoucauld et Madame de Sévigné. Et comme contexte littéraire et esthétique, je vais vous parler de l'Académie française qui a été créée dans ces siècles et la querelle entre les anciens, ou la querelle des anciens et des modernes. Je vais entrer dans ce débat de manière rapide parce que c'est un sujet du cours de critique française. D'accord? Mais je vais vous situer dans ce débat entre les anciens, ce sont les personnes qui pensaient que pour faire de la littérature, il fallait imiter les Grecs et les Latins, les anciens, et les modernes, ceux qui pensaient qu'il fallait innover et faire quelque chose de nouveau dans la littérature. D'accord? Je vais vous faire lire Madame de Sévigné à cause de ses lettres. Et ça, c'est important parce que Madame de Sévigné devient, d'une certaine façon, je ne vais pas dire ça, elle n'inaugure pas les genres lettres, mais elle met le genre littéraire lettres à un niveau supérieur. C'est-à-dire que c'était une femme ouais, de la cour quand même, mais les lettres, elles étaient parfois privées,
pas parfois, n'est-ce pas? Mais ce sont des lettres privées, mais il y a un niveau de réflexion, de sensibilité aussi très intéressant à suivre, n'est-ce pas? La Rochefoucauld, avec les maximes et réflexions morales, parce que la littérature morale de cette époque était très importante. Et ces maximes, parfois, ce sont des phrases courtes avec une idée morale. Ce sont des phrases ou des petites réflexions qui servaient à la formation morale des gens, n'est-ce pas? C'est genre, pour vous donner un exemple de maxime, pas de la Rochefoucauld, mais une maxime, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Ou, il y a une que j'ai écoutée récemment, je ne vais pas la traduire en français, sinon je vais perdre l'esprit. Mais c'est quelque chose comme ça. Vamos devagar porque eu tenho pressa. Vous voyez il semble qu'il y a une contradiction dans cette maxime. Genre, lentement parce que je suis pressé. En fait, quand on dit ça, c'est parce que si on fait les choses de manière pressée, on va rater les choses, on va mal faire et on va être obligé à refaire et donc on va dépenser plus de temps. Et quand on demande doucement, lentement, parce que je suis pressé, c'est je vais essayer de faire, mais ce sera la seule fois que je vais faire. Je vais bien faire pour ne pas répéter la même chose après. Et La Rochefoucauld, il nous apporte cette idée, ou ces genres d'idées. Il y a une acidité ou des choses qu'on n'est pas capable de comprendre une première fois. D'accord? Et je dis assez souvent, si vous cherchez une phrase à vous faire tatouer, utilisez La Rochefoucauld parce que c'est très intéressant. Au lieu de mettre des phrases du Petit Prince, vous pouvez chercher une phrase de La Rochefoucauld. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus cultivé. Et moi, je n'ai pas de tatouage, d'ailleurs. Et donc, c'est ça pour... Ah non, oui, voilà. Je vais vous présenter aussi, peut-être je ne vais pas vous faire tout lire, mais je vais vous présenter aussi les lettres portugaises. Peut-être, si vous avez déjà fait, je crois que c'est la Renaissance portugaise, la discipline de littérature portugaise, Renaissance, littératura brasileira Renascimento. Je pense que c'est dans cette discipline que le professeur parle de lettres portugaises. Parce qu'en fait, ce sont les lettres d'une sœur de l'Église à son amant. D'accord? Donc, c'est un document précieux de l'amour de cette sœur qui, au lieu de consacrer sa vie à Dieu, elle a trouvé un amant et elle a beaucoup souffert parce que cet amant était un soldat français qui l'a quitté pour rentrer en France et il répondait pas ses lettres. D'accord? Quand je vous dis comme ça semble, c'est ennuyant, c'est bête. Non, c'est très intéressant. D'accord? Et je vais essayer, soit je vous fais tout lire parce que ça fait 20 pages, 25 pages, ou sinon je vous présente et je vous montre des extraits parce qu'il y a des éléments intéressants à remarquer. Surtout, la progression de cette passion de la première à la 5e lettre. D'accord? Ça, c'est intéressant à voir. Voilà. Le 18e siècle, donc, nous avons ici Montesquieu, Diderot, Rousseau, et les grands courants, ce sont les Lumières, qu'on appelle ici au Brésil Iluminisme, au século das luzes, et le pré-romantisme. Et au niveau
du contexte, je vais vous parler de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Je vous explique un peu l'esprit de cette encyclopédie. Et je vais vous parler aussi de l'esprit des salons. Les salons, c'était les salons de la cour où les gens cultivés parlaient d'art, littérature, philosophie. C'était l'élite intellectuelle de l'époque et comment ils échangeaient à cette époque. C'est assez intéressant pour comprendre les contextes de l'époque. Et en fait, je vais vous faire lire Candide. C'est un conte philosophique ou une nouvelle philosophique de Voltaire. D'accord. C'est assez intéressant, aventurieux. Il y a des aventures, c'est picaresque, c'est intéressant et facile à lire aussi. D'accord. Et donc, on entre au 19e siècle. Je vais parler du romantisme et de la même façon que nous avons au 17e la querelle des anciens et des modernes, au 19e siècle, nous avons la querelle des classiques et des romantiques. C'est la mise à jour de la querelle de 2 siècles avant. D'accord. Mais je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Et donc, on entre dans les Parnasses avec Baudelaire. Peut-être je vais vous parler aussi de Théophile Gautier. C'est important. Réalisme, naturalisme et symbolisme. Je vais essayer, comme je vous ai dit, nous avons, pour ceux qui ont fait la poésie avec moi le semestre dernier, à cause de tous les problèmes que nous avons eus en raison de la pandémie, de l'adaptation à l'enseignement en ligne, à distance, nous avons raté quelques contenus de cette époque. Donc, je vais mettre un peu plus d'attention sur les symbolismes, aussi sur Baudelaire. D'accord. Je vais vous faire lire comme lecture obligatoire le livre Aurélia de Nerval. Et ici, en fait, les spleens de Paris, c'est un livre de poèmes en prose de Baudelaire. Et je vais peut-être vous demander une activité, mais l'activité sera, vous allez choisir un poème et répondre à une question. Donc, ce n'est pas lire le livre tout entier. Mais Aurélia, c'est un petit roman de Gérard de Nerval, un écrivain romantique français. Et j'aime bien ces romans. C'est un roman court, c'est pas un roman long, ça fait 50 pages. Et c'est très intéressant parce que il y a ce sera en fait l'occasion de relire critiquement les romantismes. D'accord? C'est-à-dire, si on pense à l'idéalisation de la femme, ce genre de choses, on verra d'une autre façon. On verra la présence du mysticisme, de l'amour, de la passion, de la surréalité. Donc, pour ceux qui aiment bien une littérature un peu plus mystérieuse ou, je dirais même, initiatique, ça peut être très intéressant. D'accord. Et c'est intéressant aussi parce que je vais profiter pour parler, je n'ai pas mis ici dans le programme, mais à l'occasion de parler d'Aurélia, je vais vous parler un peu de contes fantastiques du 19e siècle. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez genre Maupassant, Mérimée, Théophile Gautier aussi. Il est poète, mais aussi il a écrit des contes fantastiques. Juste pour vous donner une idée de ces genres de contes fantastiques, vous connaissez le film de Tim Burton, A Noiva Cadáver, n'est-ce pas?
c'est ce genre de récit, n'est-ce pas? Genre des vampires ou un prêtre, un homme d'église qui se couchait, il dormait et il rêvait d'une vie débauchée. D'accord? Ce prêtre, il rêvait à chaque nuit et à chaque nuit, il continuait le même rêve d'une vie débauchée. Une vie débauchée, c'est uma vida promíscua. Oui. Bohème, des femmes, tout ce qu'il ne pouvait pas vivre dans sa vie en tant que prêtre. Et il commence presque à mélanger les réalités. Vous voyez? Donc, c'est ce genre de contes fantastiques et parfois des terreurs. Ouais. C'est assez intéressant. Et donc, voilà. Et on entrera aussi, je vais vous montrer les caractéristiques du réalisme, naturalisme, mais on ne va pas lire des romans parce que les romans sont, ces romans réalistes, naturalistes, ils sont très longs. Mais je vais vous faire, ou au moins vous montrer un peu les pamphlets de Zola, d'Émile Zola, j'accuse, parce que ça fait partie du contexte littéraire, politique de l'époque. Zola, à cette époque, il inaugure l'engagement intellectuel des écrivains dans la modernité. C'est-à-dire qu'il va prendre sa notoriété, sa célébrité au nom d'une cause, d'un personnage, un personnage réel, c'est-à-dire cet homme de l'armée française, Dreyfus, qui a été accusé de trahison de la patrie, mais en fait, c'était un cas d'antisémitisme parce qu'il était juif. Et donc, je vais vous montrer un peu cette liaison parce que c'est très important dans la littérature, le mélange entre politique et littérature. Et Zola, ici, il joue un rôle très important. Et finalement, on arrivera au XXe siècle. Et, pardon, comme le XIXe siècle et le XXe siècle, ce sont les plus grands, avec les plus grands contenus. Je réserve ici 4 semaines pour le XIXe siècle et 4 semaines pour le XXe siècle. Et donc, je vais vous parler du surréalisme, existentialisme, absurde, les caractéristiques générales, n'est-ce pas? Nouveau roman et l'Oulipo. Et le contexte historique, ce sont les grandes guerres, l'occupation allemande, la résistance et le mai 68 en tant que mouvement politique ou politico-culturel, n'est-ce pas? Et la lecture obligatoire du XXe siècle sera L'étranger de Camus, parce que c'est un roman représentatif de l'existentialisme et de l'absurde. Et c'est un roman clé, n'est-ce pas? Si vous ne le connaissez pas, c'est le moment de le connaître. Pour ceux qui font Panorama maintenant comme la première discipline de littérature, ce sera peut-être le moment de lire un roman un peu plus long et le comprendre assez bien. D'accord? Donc, et c'est un roman hyper intéressant. C'est pour ça que je le tiens ici. Et on arrive donc à la dissertation. Pour ceux et celles qui ont été déjà mes élèves, vous connaissez bien la dissertation. C'est un travail grand, complexe, qui va vous mobiliser pendant tout le semestre.
n'est-ce pas? Mais c'est important quand même. Avant d'entrer dans la dissertation, j'ai oublié de dire que pour chaque siècle, je vais vous demander une petite activité, mais c'est vraiment une petite activité. Vous savez très bien, des activités plus simples, parfois intuitives, créatives, quelque chose comme ça. Mais la dissertation, c'est un travail académique par excellence. Donc, il va vous exiger lecture, de la recherche et de l'écriture. Et avec méthode. Donc, ce n'est pas de écrire n'importe quoi et n'importe comment. Non. Mais par contre, avant de vous faire peur, Juliane, je le sais très bien, Lazaro, parce que je ne vois pas les autres ici. Ingrid, Mariana, qui d'autres que je vois ici sur mon écran? Luciana, Lorena, vous avez fait la dissertation le semestre dernier, tout s'est bien passé, vous avez survécu et vous avez réussi les cours, n'est-ce pas? Donc, la structure du travail fait peur, mais c'est un travail faisable, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Je pense qu'il est important. Et je me sens dans les devoirs de vous obliger à faire un travail pareil. Donc, je dis que dans les cours des romans, que je fais la dissertation, ce n'est pas pour faire la sélection naturelle et pour réduire le nombre d'élèves dans le cours. C'est parce que vraiment, je crois à cette forme d'évaluation. Donc, la dissertation consiste dans... je vais changer le partage d'écran ici. Donc, la dissertation consiste d'abord dans le choix d'un livre sur une liste. Laisse voir ici. Non. Voilà. Voilà. Nous avons donc ici une liste avec 5 livres et autour de chaque livre, j'accepte jusqu'à 6 élèves. Vous êtes en tout 30, donc il y a 6 personnes pour chaque livre. Et comme je vous ai dit, dans ces cours de panorama, j'essaie d'introduire des différents types de genres littéraires. Donc, nous avons ici le premier, Paul Éluard, Capitale de la douleur. C'est un livre de poèmes surréalistes. Nous avons travaillé un petit peu dans le cours de poésie le semestre dernier. C'est de la poésie surréaliste. Ce n'est pas facile, mais c'est très intéressant. Nous avons ici une nouvelle de Jean-Paul Sartre qui s'appelle L'enfance d'un chef. C'est une espèce de nouvelle de formation. Peut-être vous avez déjà entendu parler des romans de formation, romances de formation. C'est ce genre de romans dans lesquels on accompagne toute la formation dès l'âge de la jeunesse d'un personnage jusqu'à l'âge adulte, et en passant par différentes aventures, apprentissages, etc. Donc ici, nous avons ces personnages, c'est un petit enfant, dont le père était le chef d'une entreprise, quelque chose comme ça, et peu à peu, il se découvre antisémite.
Donc, c'est la construction de ce personnage dans son enfance et l'âge et sa jeunesse, avec ses amis et tout ça, son insertion sociale à partir des blagues antisémites qu'il fait. D'accord? Donc, c'est intéressant. Vous allez voir aussi, tous les livres de la dissertation, ce sont des livres du XXe siècle. Ce sont des livres plutôt contemporains ou modernes, on va dire. Les troisièmes, je n'avais pas fait gaffe, mais j'ai mis 2 livres de Jean-Paul Sartre, mais ça va. Donc, nous avons ici L'enfance d'un chef et nous avons Huis clos. C'est une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre. C'est la pièce de théâtre dont la célèbre phrase « On connaît, l'enfer, c'est les autres » ou « Inferno sont os outros », n'est-ce pas? Donc, c'est une espèce de Big Brother dans le théâtre. Ce sont des personnages qui se retrouvent renfermés dans un appartement. Et ils ne peuvent pas quitter cet appartement. Donc, ils doivent cohabiter. D'accord? C'est intéressant aussi. Et nous avons d'Alain Rodgrier, Instantané. C'est un livre différent. C'est tout ce que je peux vous dire. Instantané, c'est une espèce de... c'est un mot qui fait référence à la photographie, n'est-ce pas? Donc, ce livre, c'est un ensemble de petits récits, comme si c'était des petites photographies. D'accord? Et nous avons ici L'enfance, un récit autobiographique de Nathalie Sarraute. D'accord? Et donc, je vais, dans l'après-midi, vous envoyer le lien pour ce tableau sur Google Drive. Et je vais mettre aussi dans la salle de cours virtuelle, je vais vous disponibiliser les livres. Donc, vous pouvez regarder les livres, jeter un coup d'œil, voir le nombre de pages, la difficulté du langage, votre intérêt, et vous choisissez le livre que vous voulez. Vous ne pouvez pas effacer les nombres, les noms d'un camarade de classe qui a déjà mis son nom sur la liste, d'accord? Faites attention pour ne pas effacer les noms de quelqu'un. C'est maximum 6 par chaque œuvre, d'accord? Donc, ne mettez pas 7 et signez votre nom parce que je ne vais pas accepter. Donc, ça, c'est la première étape de la dissertation, choisir un de ces œuvres et la lire dès maintenant. D'accord? Et je reviens au programme. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est choisir l'œuvre que vous allez lire. Le 25 mars, on va faire le séminaire ici. Je vais vous organiser, comme le semestre dernier, je vais vous organiser dans des vidéoconférences autour de chaque œuvre, et vous pouvez échanger vos impressions, votre compréhension de l'œuvre avec vos camarades de classe. Et moi, je vais faire le tour des groupes et discuter un peu avec vous. Et ça va vous aider à choisir les sujets de recherche. Les sujets de recherche, c'est le problème de recherche, comme on dit en portugais. É o problema de pesquisa. C'est le thème que vous voulez analyser, critiquer, comprendre. D'accord? Dans votre dissertation, dans ce travail final de la discipline. Et Lorena, Juliana, Ingrid, Mariana, Luciana,
Il y en a d'autres qui étaient le semestre dernier. L'autre, Luciane, vous êtes deux aussi. Je fais une petite modification parce qu'en fait, la bibliographie, maintenant, je la demande dans la première étape. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, la recherche de la bibliographie complémentaire, les articles que vous allez chercher sur des plateformes comme Percé, Érudit, JSTOR, Cielo, va vous aider aussi à définir ou à délimiter le sujet de recherche. D'accord? Et quand je vous demande ce sujet de recherche, je le dis encore une fois, il n'y a pas besoin d'être original. D'accord? Il n'y a pas besoin de chercher quelque chose qui n'a pas encore été analysé sur cette œuvre. Vous pouvez chercher un sujet qui est assez connu par rapport à l'œuvre choisie, mais ce que vous allez faire, c'est organiser la bibliographie critique autour de ce sujet. N'est-ce pas? Et aussi, oui, avant que je ne l'oublie, parce que j'avais oublié dans les cours de roman. La dissertation, elle doit avoir de 5 à 6 pages, comme j'ai fait le semestre dernier en poésie et en roman. Parce que, en fait, c'est un travail qui demande une certaine profondeur d'analyse. Et ça ne peut pas dépasser les 6 pages parce que ça rend la correction très difficile, n'est-ce pas? Et moins de 5 pages, je ne crois pas que vous êtes capable de faire quelque chose en profondeur. D'accord? Prof, oui, cette quantité de pages, c'est pour le texte final, pas le... Ok. Pas de bibliographie, pas de page de couverture, d'accord? C'est 5-6 pages de texte. Amanda, tout ça, vous allez me rendre dans la plateforme. Et je vais faire ça cette semaine, la semaine prochaine. Donc, vous aurez une notification disant la semaine prochaine, il faut rendre cette étape. Mais aussi, chaque étape sera discutée avec moi. Vous allez me rendre le sujet, je vais vous rendre mes commentaires et on va faire ce dialogue et je vais vous aider à organiser votre texte. D'accord? Donc, je ne vais pas vous laisser libre et à la fin du semestre, vous me rendez un travail. Non, ce n'est pas comme ça. Je vais accompagner chaque étape de la dissertation. Et si vous avez des difficultés, on va discuter ensemble et je vais vous aider à trouver une solution, quelque chose comme ça. L'important, c'est de travailler. Ça, c'est une chose que je ne peux pas faire pour vous ou à votre place. Mais je peux vous aider, vous donner des directions, des conseils, vous aider comme je peux. D'accord? Et donc, et comme ces exercices sont rendus par la plateforme, il n'y a pas besoin de couverture. Donc, vous me rendez un texte de 5 à 6 pages. OK? Mais je vais vous expliquer tout l'exercice et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Quand on fait chaque étape, on arrive à 5-6 pages facilement. Je vois l'image de Lázaro ici et je pense que Lázaro, il réfléchit à tout ce qu'il devra faire ce semestre au niveau de la dissertation. Tu as l'air Oui, je préoccupé. suis en train de penser sur ça, à propos de ça. Et je suis en train de penser à propos de sa dissertation, mais aussi, je pense,
sur d'autres travaux euh, que je Je dois te connais rendre. bien, là. Je te connais Oui. bien. Je sais que si je permets, tu me rends un travail avec 10 pages. Ah, D'accord. Oui, mais je pense que ce n'est pas possible ce semestre-là. d'accord. Donc, tu peux me rendre 5 pages, c'est bon. Donc, la première chose, c'est le choix de l'œuvre. La deuxième chose, c'est le débat que vous allez faire ici pour approfondir la compréhension de l'œuvre. La troisième étape, c'est le sujet, donc les thèmes que vous voulez analyser, comprendre, écrire sur, n'est-ce pas? Et je vais vous demander aussi la bibliographie. Je vais vous donner les sites Internet dans lesquels vous devez chercher la bibliographie complémentaire. Okay? Donc, je vous donne tous les outils nécessaires à l'élaboration de ce travail. L'œuvre, les sites de bibliographie complémentaire, mes commentaires, et c'est ça. La seule chose que je ne fais pas, c'est le travail à votre place. L'étape suivante, la problématique. La problématique, c'est la transformation du sujet, du thème, dans une question problème. Et la dissertation sera la réponse à cette question. Je donnais l'exemple de Madame Bovary dans le cours des romans. C'est comme l'œuvre, on suppose que l'œuvre, c'est Madame Bovary. Le thème, c'est l'utilisation du discours indirect libre. Et la problématique, c'est comment l'utilisation du style indirect libre fait confondre personnage et narrateur. D'accord? Donc, c'est la transformation du sujet dans une question et la dissertation sera la réponse à cette question. D'accord? Les plans, c'est la structure des sous-parties que vous allez organiser ou dans laquelle vous allez organiser votre dissertation. Pourquoi je vous demande ça? Parce que penser à cette structure du texte vous aide à penser, à organiser les parties du texte et je vais dire remplir chaque partie, n'est-ce pas? Parce que parfois vous proposez à analyser un certain aspect. Et je vois ça assez souvent parfois dans les dissertations de master, thèse de doctorat, et on se met à écrire et on oublie les objectifs. Et quand on finit, on fait la lecture, on a parlé d'un seul sujet 20 pages et un autre sujet important, on a dépensé 5 pages. Et en fait, quand on pense à cette structure, c'est plus facile aussi de penser. Pour répondre à cette question, j'ai besoin de parler de ça et de ça. Donc, vous organisez comme, d'accord, un travail à 5 pages. La première page, je fais l'introduction. La deuxième, j'introduis le concept de discours indirect libre. La troisième page, je parle de Flaubert et le réalisme. La quatrième page, j'analyse le discours indirect libre dans l'œuvre Madame Bovary. Et la cinquième page, ce sont les considérations finales. Vous voyez, c'est pas si compliqué quand on pense à partir des sous-parties qui doivent composer le travail. OK? Et puis, je vous demande l'introduction pour vous obliger à mettre en marche ce travail. Et puis, le texte final. Moi, j'attends avoir un moniteur ce semestre et je vais lui demander
de vous aider avec la partie du formatage pour ceux qui ont des difficultés. Et si vous voulez, si vous travaillez en avance, je vais vous demander de leur envoyer une première version. Ils peuvent jeter un coup d'œil et dire c'est bon comme ça, non, c'est pas bon comme ça, il faut faire attention à la BNT, etc. D'accord? Et je vais préparer les moniteurs pour vous aider, pour éviter l'étape suivante, parce qu'ici, je vous donne les critères d'évaluation et les réductions. Donc, vous connaissez bien Lorena, Juliana, Luciana Ferreira, ça marche les critères de réduction. J'ai pas de, comment je peux dire, de pudeur à réduire la note quand le travail n'a pas suivi les règles ici. Parce que, comme critère d'évaluation, donc vous savez dès aujourd'hui comment je vais évaluer ce travail. Donc, vous pouvez écrire le travail en considérant les critères que je vais utiliser. Et je suis hyper juste par rapport à ces critères. Et j'explique pourquoi vous avez perdu ou pas des points. Donc, la première, et en fait, pour ceux qui ont été mes élèves le semestre dernier, j'ai essayé d'améliorer aussi ces critères et de les rendre plus clairs, parce qu'il y avait certains critères qui n'étaient pas très clairs. Donc, nous avons ici le premier fait rapport à la présentation, à l'introduction de la dissertation. Donc, présentation et contextualisation du sujet, de la problématique et du plan. C'est-à-dire, c'est l'introduction. L'introduction, elle doit présenter les travaux que vous allez faire. Donc, l'introduction, ce n'est pas pour parler qui était l'auteur, les résumés de l'œuvre. Non, l'introduction, c'est un résumé de la dissertation. D'accord? Genre, la présente dissertation va aborder les sujets du discours indirect libre dans le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ces romans font partie du mouvement du réalisme. Il a été publié en 1854-7, je sais pas. Les discours indirects libres, on comprend les discours indirects libres comme ça, et dans un premier moment, on va travailler, on va analyser comme ça, etc., etc. D'accord? Deuxième critère, complexité et capacité analytique et critique. C'est-à-dire, si vous faites un travail superficiel, je vais réduire la note ici. Si vous entrez dans le problème avec en profondeur, vous discutez bien, vous apportez la bibliographie critique en dialogue, c'est parfait. D'accord? C'est-à-dire, c'est la partie du milieu de la dissertation, n'est-ce pas? L'analyse et la critique. Les considérations finales, c'est la dernière partie de la dissertation. Et ici, les critères ce que je vous donne, ce n'est pas des critères, mais des possibilités des considérations finales. C'est une interprétation personnelle de l'œuvre, une ouverture de l'analyse, c'est-à-dire j'ai analysé l'œuvre de cette façon, mais en même temps, je me suis rendu compte que c'est possible de comprendre cette œuvre de plusieurs manières différentes, telles, et vous donnez un exemple, deux exemples, d'autres manières de comprendre et d'analyser l'œuvre. La fermeture du texte. La fermeture du texte, quand on fait une considération finale comme fermeture du texte, vous résumez ce que vous venez de faire. On arrive à la fin de cette dissertation dans laquelle on a analysé cet aspect. On avait comme objectif telle chose. Je pense que j'ai réussi à bien l'analyser, ou non, pendant l'analyse, je retrouvais des difficultés et je n'ai pas réussi à analyser comme j'avais prévu.
Et vous voyez que quand on arrive à la fin d'un texte et on reconnaît qu'on n'a pas été capable d'analyser d'une certaine façon, cela ne veut pas dire que le travail n'est pas correct. Le travail, il est sincère avec la possibilité d'analyse. Vous voyez, la question c'est, le plus important ici, dans ce travail, ce n'est pas l'interprétation que vous allez développer, mais c'est la façon dans laquelle vous allez développer cette interprétation. D'accord? Ce n'est pas quoi, mais comment vous allez le faire. Et c'est comment, c'est académiquement, c'est-à-dire l'écriture académique, introduction, développement, les dialogues avec les textes critiques, selon, je sais pas, selon Antoine Compagnon, Gustave Flaubert est un écrivain réaliste. Dans l'article de Compagnon, il dit que, et vous pouvez faire une citation, vous pouvez expliquer avec vos propres mots. Je vais demander peut-être à quelqu'un du semestre dernier si quelqu'un me permet de vous présenter un travail du semestre dernier. Et comme ça, vous pouvez visualiser un peu mieux comment il faut faire ce travail. D'accord? Je ne vais pas exposer le travail de quelqu'un sans demander, d'accord? Je vais demander d'abord, et puis, si, avec la permission, je vais disponibiliser une dissertation précédente juste pour vous montrer comment ça se fait. OK? Voilà. Et le quatrième critère, c'est la maîtrise du bon usage de la langue. Clarté, cohésion, cohérence et la grammaire. Et normalement, ce que j'utilise comme critère, c'est excellent, bon, moyen et faible. Et comme ça, c'est comme si on partageait 6 en 4. Donc, faible, 1,5, moyen, 3, bon, 4,5, excellent, 6. D'accord? Et comme ça, avec la correction, moi je n'ai pas de contextations en général. Normalement, les notes que j'attribue à mes élèves, ils l'acceptent bien parce que c'est toujours basé sur ces critères-là. Donc, si c'est pas bon, normalement, c'est reconnu que le travail n'était pas bon. Si c'est bon aussi, vous êtes capable de reconnaître. Les réductions. D'abord, c'est le plagiat. Le plagiat, c'est 0 et je n'accepte même pas un deuxième travail sans plagiat après. D'accord? Si vous me rendez un travail avec du plagiat, si vous recopiez quelque chose sur Internet, c'est 0 et pas de discussion. Je le dis, chaque semestre et à chaque semestre, je retrouve 1 ou 2. D'accord? Je vais vous donner tous les moyens possibles pour bien élaborer ce travail. Mais c'est à vous de le faire. Et comme je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être original. Vous pouvez répéter les choses que vous allez retrouver dans un article, dans un livre, dans une analyse. Par contre, je ne veux pas d'analyse de sites Internet, de blogs, de sites qui préparent les élèves au bac. Non, je veux articles scientifiques publiés dans des revues académiques ou des livres. Et je vais vous donner les liens pour aller chercher. Et si vous recopiez, et je vais chercher, je retrouve normalement, c'est 0. D'accord? C'est 0 parce que le plagiat, c'est un crime, c'est éthiquement
condamnable parce que c'est une fraude éthique au niveau académique, n'est-ce pas? C'est, je ne sais pas comment je peux dire ça en français, falsidade idéologique. N'est-ce pas? Parce que vous prenez le texte d'une autre personne et vous le signez comme s'il était à vous. Donc, c'est un crime et c'est intellectuellement immoral, pour le dire le minimum. Deuxième, et là, le plagiat, c'est 0. Donc, c'est 100% de réduction. Ça peut être parfait, c'est 0. Deuxième critère, c'est mauvaise qualité de la bibliographie ou la non-exploration de la bibliographie théorique et critique. Je peux réduire des moins 0,5 à moins 4. Donc, la dissertation vaut 25 points. Si vous faites un travail dans lequel vous ne dialoguez pas ou vous n'explorez pas la bibliographie critique, vous pouvez perdre 4 points, 3 points, 3,5, ça dépend. Les non-respects aux consignes, nombre de pages, formatage, etc., de moins 0,5 à 4. Parce que c'est de 5 à 6 pages, sans compter la bibliographie et pas de couverture. Il faut suivre la BNT, parce que tout travail académique, ici, on suit les normes d'ABNT. Donc, et les non-conformités d'ABNT, je réduis. En fait, ici, ça, parce que formatage, c'est un peu plus large que l'idée de ABNT. Parce que quand je dis ici ABNT, je dis plutôt au niveau des citations et des références bibliographiques. Et quand je dis formatage, c'est plutôt la police, ça va? Police 11, 12, é a fonte, tamanho da fonte. Parce que je vais vous demander Arial 11. D'accord? Parce que c'est celle que je lis le mieux. et comme ça, on ne peut pas tricher non plus. Parce que si on met genre Arial 12, ça fait un peu plus que Times New Roman 12. Donc, pour éviter ces genres, pour ne pas tricher, je vais déterminer le formatage. Et finalement, nous avons l'exposé oral. L'exposé oral, ça a été très facile le semestre dernier, n'est-ce pas? Ça a été intéressant aussi, je pense. Luciana Ferreira, je te vois ici pas très motivée, mais ça va, tu as bien travaillé le semestre dernier. Je peux bien travailler ce semestre aussi. Donc, l'exposé oral, c'est la présentation orale de la dissertation. Donc, ce n'est pas un travail de plus. D'accord? Et c'est de 3 à 5 minutes. Vous devez présenter votre dissertation. Bonjour, chers camarades de classe, chers professeurs, je m'appelle Daniel et je vais présenter ma dissertation. Mon sujet de dissertation a été le discours indirect dans le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ma problématique, c'était comment ne pas confondre l'un et l'autre. Et dans mon analyse, j'ai réussi à découvrir ça et ça. Et bon, la conclusion ou dans mes considérations finales, j'ai réussi à réfléchir de telle façon. Merci beaucoup, merci pour votre attention et à la prochaine. C'est ça, d'accord? Mais aussi, il y a des critères. C'est la prononciation, aisance, fluidité de la communication orale. Donc, essayez de faire des répétitions avant pour bien
pour avoir de l'aisance devant la caméra ou devant l'audio. La clarté et l'organisation de l'exposition, c'est-à-dire qui vous entendra doit vous comprendre, n'est-ce pas? Imaginez que je commence bonjour, les romans de Flaubert, Madame Bovary, c'est un roman réaliste. Ah, pardon, en fait, ma dissertation était sur les discours indirects. Et Emma Bovary, elle a trahi son mari. Et ah oui, Madame Bovary a été publiée au 19e siècle. Vous voyez qu'il n'y a pas d'organisation, n'est-ce pas? Donc, essayez de penser c'est une présentation de travail comme vous faites en classe, n'est-ce pas? Et pensez à bien communiquer ce travail. Donc, clarté et organisation de l'exposition, utilisation de ressources didactiques. Ici, le semestre dernier, je vous ai laissé libre pour faire audio ou vidéo, n'est-ce pas? Je continue à accepter audio ou vidéo, mais pour ceux qui choisissent l'audio, il faut quand même penser à quelque chose de plus intéressant. D'accord? Parce que le semestre dernier, c'était la première fois on était en adaptation à ce système. Là, nous sommes déjà dans les nouvelles plateformes, on sait plus ou moins comment utiliser, faire une vidéo avec PowerPoint, faire une vidéo avec, je sais pas, OBS, etc. Donc, je pense que, et en tant que professionnel, en tant que professeur aujourd'hui, on ne peut pas se passer des nouvelles technologies dans l'enseignement. D'accord? Donc, je vous dis déjà que, par exemple, vous pouvez faire un document audio comme une interview, par exemple. Vous pouvez demander à un camarade de classe pour dire « Ah, nous sommes ici aujourd'hui avec l'étudiante Juliane qui va nous parler de sa dissertation. Alors, Juliane, quel était le sujet de votre dissertation ?» Et tu réponds avec les sujets. « Ah, c'est très intéressant. Et comment tu as analysé ça ?» Comme une interview. Vous pouvez faire un podcast aussi. Donc, ce n'est pas seulement enregistrer un document audio sans faire attention au support. D'accord? Et si vous faites vidéo, vous pouvez faire juste un PowerPoint avec votre voix. C'est facile. Vous trouvez des tutoriels sur YouTube, comment faire ça. Si vous voulez faire comme moi, je vais faire certains cours enregistrer ma caméra ici, le texte projeté à côté. Si vous êtes capable, vous pouvez le faire si vous avez les compétences. Donc, c'est ça. Je vais exiger un petit peu plus au niveau des ressources didactiques. D'accord? Parce que vous êtes professeur en formation ou déjà en activité. Je pense que c'est intéressant. Et je sais, le semestre dernier, moi, j'ai eu du mal aussi à faire ça. Vous vous souvenez, j'ai mis 2 mois à faire des vidéos avec une qualité raisonnable, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez commencer déjà à essayer. Et le respect au temps de la présentation. Parce que si vous participez à un congrès, par exemple, vous avez un temps prévu, n'est-ce pas? Et donc, ici, je vous donne de 3 à 5 minutes. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous regardez TV Câmara, par exemple, et parfois TV Câmara Senado,
Oui. congrès. Oui. Et parfois, dans des commissions, par exemple, les députés, ils demandent la parole, ils ont un temps de parole pour faire une question. Ils ont un temps prévu, n'est-ce pas? Et assez souvent, c'est 3 minutes. 3 minutes, on coupe le micro. Ah non, je n'ai pas encore fini. Et le président de la table va dire, ah d'accord, ok, finissez, je vous donne encore une minute. Ou non, 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 vous allez parler d'autre chose. Non, c'est bon. Vous n'avez pas utilisé votre temps pour poser votre question. C'est fini. Vous vous inscrivez encore une fois et la prochaine fois, vous posez votre question. Donc, c'est un exercice de synthèse, n'est-ce pas? Et d'organisation des pensées aussi. D'accord? Donc, mais au niveau du contenu, l'exposé oral ne vous demande rien d'autre que la dissertation qui sera déjà faite. Donc, vous allez faire la dissertation et parler sur la dissertation en 3, 4, 5 minutes. D'accord? C'est ça. Rejane, je te vois ici, j'ai l'impression que tu t'inquiètes par rapport à ce travail. D'accord. Mais pour te donner de l'espérance, de l'espoir, Lorena, Juliana, Luciana Ferreira, Luciana, elles sont encore ici. Elles ont fait au moins une discipline avec moi le semestre dernier. Elles ont fait la dissertation et elles ne me détestent pas. Si elles me détestent, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres professeurs et elles ont besoin de cette discipline. Mais comme je disais, c'est faisable. D'accord? Et je reviens encore ici au programme et je compte vous demander une activité sur chaque siècle. Ça peut être des contrôles de lecture, lecture affective, écriture créative, mais ce sont des activités très simples à faire. Ce ne sont pas des activités complexes comme la dissertation. Et avec cette distribution ici des points. Et une chose, je vais faire différemment aussi. Je ne vais pas vous demander plusieurs activités qui vont sommer 10 points. Non, je vais vous demander juste une activité. D'accord? Parce que je sais qu'on est tous surchargés, fatigués, etc. Donc, je vous demande la lecture des textes et parfois une activité ou une autre. Oui. Une question. L'œuvre qu'on va faire la dissertation, il faut qu'on lise avant, qu'on travaille beaucoup. Oui. Et les autres œuvres qu'on va lire au long du semestre, c'est bon qu'on le lise avant ou... Oui, vous pouvez, oui. Oui, mais je vais vous dire aussi, la semaine prochaine, on va commencer telle unité, donc vous pouvez commencer à lire cette œuvre. D'accord? Par exemple, Montaigne, on va voir la semaine prochaine, c'est ça? Oui, c'est la semaine prochaine. Donc, je vais déjà cette semaine vous dire quel est l'essai de Montaigne à lire pour la semaine prochaine. D'accord? Par contre, il y a d'autres textes comme La Rochefoucauld. Je vais vous demander, essayez de lire quelques phrases, parce que les maximes, ce sont des phrases. Juste pour vous amuser, je vais choisir quelques-unes pour les commenter en cours. D'accord? Peut-être, je ne vais pas vous demander la lecture de lettres portugaises parce que ce sera proche du séminaire de l'œuvre de la dissertation. Et comme ça, je vais vous demander la première œuvre de lecture complète sera Voltaire
Candide. Et ce sera à partir du 18 mars. Donc, vous avez un peu plus d'un mois. Le début, vous devez lire l'œuvre de la dissertation et encore une autre. Mais en tant qu'étudiant en lettres, vous êtes habitué à lire plusieurs livres en même temps, n'est-ce pas? Ce ne sera pas une nouveauté. Et la littérature, c'est impossible de faire la littérature sans lire, n'est-ce pas? Donc, voilà. Monsieur, Oui. il y a quelques marques, quelques signes pour identifier les œuvres que nous avons besoin de lire, les œuvres complètes. Oui, je peux mettre ici. Parce qu'en fait, dans les cours de... je peux faire comme ça, Lázaro. Je vais mettre cette flèche. Oui, Donc, oui. c'est L'étranger, Aurélia de Camus et Voltaire. C'est ça. Voilà. Merci. C'est Candide, Aurélia et L'étranger. D'accord. Je vais voir si j'ai l'audio-livre de ces œuvres et vous pouvez lire avec l'audio, suivre l'audio et comme ça vous lisez plus vite. C'est possible aussi. Pour ceux qui ont Kindle, j'ai déjà vu que Candide, il y a une version gratuite, donc c'est facile. Voilà. Ouais, ces livres plus anciens, c'est plus facile à trouver. Ouais. L'étranger, je crois que j'ai Camus en lisant les livres. Je crois que j'ai l'archive, le document. C'est ça. Donc, des œuvres complètes, ce sont 4 livres. C'est celui de la dissertation, Candide, Aurélia et L'étranger. D'accord? Pourquoi, Lorena? 4 ou 5 au total? 4. Ah, d'accord. Parfait. Ah oui, parce que j'ai mis ici Todorov, mais ça, c'est pas... C'était juste pour l'explication. D'accord? Ah, d'accord. Parfait. Ouais, c'est... Voilà. Voltaire, Camus et Nerval. Parce que Zola Zola, je vais vous montrer certains extraits, et Baudelaire, vous allez lire juste un poème. D'accord? Et vous avez des questions ou pas? Prof, Oui. il y a une date pour l'expose ou c'est la même date du séminaire? Non, l'exposé, il y a une date pour l'exposé. Je pensais que c'était clair ici, de ce soir. Ah non, je n'ai pas mis, en fait. C'est-à-dire, l'exposé sera à la fin du semestre, après la remise de la dissertation. Donc, si vous me remettez la dissertation le 6, je mets ici, le 6 mai, c'est après le 6 mai que vous allez me rendre l'exposé. D'accord? Ok, donc on peut choisir la date et seulement envoyer le fiche, l'archive. L'archive, oui, je vais vous demander plus proche de la date. Je vous dis, je vous donne, je ne sais pas, 3 jours, 4 jours pour la remise de l'exposé. D'accord? Ok. Oui. Et comme vous savez aussi, je vais vous sentir pendant le semestre. Le semestre dernier, c'était le bordel complet. Pour vous donner une idée, je n'ai pas encore fini la correction de certains exercices du semestre dernier.
Je n'ai pas oublié, je vais vous rendre ça, Lorena, Juliana, Luciana Ferreira, Luciana, l'autre Luciana, Ingrid, je vais vous rendre ça, Mariana. On fait confiance, je vais finir cette correction. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je peux vous donner une semaine de plus ou quelque chose comme ça. D'accord? Et n'hésitez pas, comme pour ceux qui ont été déjà mes élèves, je suis toujours à l'écoute. Si vous avez du mal, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on revoit la procédure et on essaye de corriger, de bien arranger les choses. Par exemple, le semestre dernier, je suivis le conseil de l'UNB d'avoir cours à chaque 15 jours. Ça n'a pas bien marché et quelqu'un m'a suggéré d'avoir cours une fois par semaine. On a changé, on a eu cours une fois par semaine. Ce semestre, on aura un cours par semaine, un cours synchrone, n'est-ce pas? Et je vais faire aussi les vidéos-cours sur des sujets précis, théoriques. Une partie expositive, je vais les faire en vidéo. Et je mets la vidéo sur Teams. Et pendant les cours synchrones, on aura plutôt des débats. D'accord? Des débats, pardon. Des débats, des discussions. Si vous avez des questions, je vous réponds. Un peu plutôt comme ça. D'accord? Je ne suis pas méchant comme ça. Prof, il y a des doutes sur le chat. Ah, d'accord. Denise. Candide, Camus, Nerval et le livre de la dissertation, c'est ça? Oui, ce sont les livres de lecture obligatoires. Voilà. Et je vais vous mettre ou télécharger tous ces livres cet après-midi sur Teams. D'accord? Et comme ça, vous n'avez pas d'excuses. Vous dire, ah, je n'ai pas trouvé les livres. C'est là. Prof, D'accord? Oui. les livres de contrôle de lecture, tu vas mettre dans l'activité, n'est-ce pas? Les livres de contrôle de lecture, comment ça? Oui, comme ça, l'obligatoire, pas la dissertation, comme tu as fait dans le dernier semestre. Ah oui, tu dis Candide, Camus, Nerval. Oui, Oui, oui. pas Oui. le canal général, dans l'autre canal. Ah oui, oui, exactement. Je vais faire, je vais partager avec vous la vidéo que j'ai faite le semestre dernier de présentation de la salle virtuelle. Et si vous avez des questions, je vous réponds en cours. Mais je vais faire, je peux le faire là tout de suite. Je finis le partage d'écran. D'accord. Et ici. Donc, vous voyez ma salle virtuelle, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et donc, Oui. ici, Archivos, je vais faire la bibliothèque des cours. D'accord? Je vais mettre ici, parce que ça met un petit peu à charger, en fait. Mais je vais mettre ici, probablement, je vais faire un fichier pour chaque unité. Donc, le 16e siècle, un fichier, le 17e siècle, un fichier, livre pour la dissertation, un fichier. D'accord? Parce que, en fait, je peux mettre dans le même fichier une bibliographie complémentaire, si vous voulez quelque chose de plus. La par liste. exemple, Excuse-moi. oui, La liste pour mettre les noms du livre qu'on va choisir va être là aussi? je vais mettre ici dans le canal général, dans les postages. Ouais. Ce sera un lien de Google Drive. D'accord?
Genre, je vais mettre ici. Attends. J'ai l'impression que je n'ai pas envoyé le programme. Ouais, je viens de le faire. Oui, tu as publié maintenant, mais tu as mis Ouais. les archives, Ouais. d'accord? Ouais, en fait, c'est parce que j'ai téléchargé, mais je n'ai pas envoyé le message. Ah, d'accord. Ouais. Donc, c'est fait maintenant. Donc, vous avez... normalement, c'est un peu comme ça. Je vois que ça marche bien comme ça. Je partage ici dans le chat et je mets aussi dans les archives. Et comme ça, si vous vous perdez dans le chat, vous pouvez retrouver les documents dans les archives. D'accord? C'est bien comme ça. C'est bon? Oui, Et voilà, une fois par semaine, on aura cours de 2 heures. Je sais que c'est long, mais ça marche. Ouais. Comme je le dis dans les cours de roman, là, je suis assis sur un ballon de pilates et c'est plus confortable pour ces 2 heures, ces 4 heures de cours. Et c'est ça, si vous avez des questions, vous me les posez sur le chat. Sinon, on aura cours jeudi, encore une fois. Et les cours de jeudi, je vais faire cette introduction ici sur qu'est-ce que la littérature, l'histoire littéraire, école, courant, mouvement, etc. Mais si vous avez des questions par rapport à la discipline, la dissertation, etc., on peut en parler jeudi. d'accord. Prof, les classes de roman sera dans le même jour que notre cours? Oui, ce sera de 8h à 10h et panorama de 10h à midi. D'accord, parfait. Merci. Et comme je l'ai dit, j'enregistre toujours et je mets la vidéo après dans la salle virtuelle. Si vous ratez le cours, c'est pas grave. Vous le rattrapez après. OK? OK. Bon, merci et bon appétit. Merci beaucoup, Daniel. Au revoir. Merci, J'arrête au revoir. l'enregistrement ici. À jeudi. Au revoir.